Remercie d'accueillir les deux participants qui nous ont rejoints sur cette scène. Christophe Baudet, qui se trouve à ma droite. Merci. Ainsi que Michel Tozzi, à ma gauche. L'un et l'autre ont animé des ateliers hier, en ouverture de Tarban Philo. Michel Tozzi auprès d'enfants et de leurs parents. Christophe Baudet en entreprise. Autour du thème qui nous a occupés aujourd'hui, donc je vous propose que l'un et l'autre nous fassent part de leur expérience, de voir ce qui est sorti de ces ateliers. J'imagine que les résultats de ces discussions sont bien différents de ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que vous voulez commencer ? Bien, volontiers, merci. Alors ce que je vais faire en effet un retour de l'atelier. C'est un atelier qui a eu lieu à la CCI. Est-ce que vous l'entendez bien ? Non, j'ai l'impression. Alors attendez, permettez-moi. Il y a Il faut l'allonger. Le micro, d'accord. Voilà, je vais essayer. L'éternel. D'accord. Donc c'est un atelier qui s'est déroulé hier soir avec essentiellement, pas exclusivement des employeurs et des salariés à la CCI. Et nous avons donc travaillé sur le thème qui s'affiche, qui est le thème donc du festival. D'emblée, ce thème-là, bien évidemment, il pose la question du changement. Son opportunité, sa profondeur, son urgence éventuelle. Donc, nous nous sommes d'emblée d'atelier reconnus comme un thème central, puisque l'entreprise est par excellence le lieu du changement, où quotidiennement on se pose la question du changement. Pourquoi changer, quoi changer, comment et quand changer. Pour ce faire, on a travaillé en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe, on a voulu travailler, j'allais dire, de manière un peu interne dans l'entreprise. On a considéré le monde, on l'a redéfini comme l'entreprise. C'est-à-dire, en quoi, finalement, la problématique du changement en entreprise correspond ou a un sens par rapport à la question posée, c'est-à-dire refaire ou empêcher de se défaire. En quoi la problématique se pose dans ces termes-là. Et on a eu un deuxième groupe où là on a ouvert le jeu et on s'est plutôt intéressé aux interactions entre l'entreprise et le monde, c'est-à-dire ce monde soit à refaire, soit à empêcher qu'il se défasse. Et la question c'était quelle est la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis d'un monde qui est à refaire ou qu'il s'agit d'empêcher qu'il se défasse. Alors je vais vous donner quelques mots-clés, résumés parce que ça a été très très riche, et je me permettrai de temps en temps de rebondir sur le débat auquel on a assisté avec mes petits moyens. Voilà. Le premier élément qui est sorti, je crois qu'il est, peut-être qu'il n'est, je ne sais pas s'il a été abordé, d'emblée, c'est la dimension subjective. Parce que quand on dit faut-il refaire le monde ou l'empêcher de se faire, on est générique. On n'introduit pas le sujet. Or, il peut y avoir dans cette affaire quelque chose de très subjectif. Je vais vous donner un exemple, qui d'ailleurs a été donné. Vous avez une entreprise mondiale. Cette entreprise mondiale, elle a des usines un peu partout. Elle a une usine, supposons en France, et cette usine, pour des raisons économiques ou XY, ferme. Que disent les salariés ? Les salariés ont peut-être tendance à dire « on défait ». Que disent le management ? Le management pourrait dire « on refait ». Que disent les actionnaires ? C'est une illustration, hein, mais que disent les actionnaires ? Il faut dire on préserve l'ensemble de l'entreprise mondiale. On préserve sa performance. Donc on voit que dans la même action peut être catégorisée de manière très différente en fonction de la question qu'on est en train de se poser. C'est-à-dire quand on dit on refait ou on empêche de se défaire, on embarque déjà parfois une conception des choses où on s'exprime toujours à partir d'une position sociale. Donc, voilà, premier élément, il y a une dimension subjective dans la question peut-être qui est posée. La deuxième question qui a apparu assez fortement, c'est sur le refaire. Alors, le refaire, dans un premier temps, bien évidemment, c'est centré sur la question de l'organisation. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, il y a eu un débat organisation, discipline, action. Et il est vrai que dans l'entreprise, le management n'a cessé de s'interroger sur l'organisation. C'est-à-dire, et dans un sens intéressant, c'est-à-dire qu'on a commencé, comme vous le savez, par le taylorisme, quelque chose de très vertical, et peu à peu, le management dans les entreprises ont été... Donc, le management repose sur la force de la verticalité, et on a été peu à peu amené à s'interroger sur l'introduction du salarié.
on a été amené à se poser des questions sur l'autonomie du salarié. On a été amené à se dire, est-ce qu'il n'y a qu'une hiérarchie verticale qui assure la cohésion de l'entreprise, ou est-ce que la cohésion de l'action et de l'entreprise est assurée, certes peut-être par une hiérarchie, mais aussi par le partage de valeurs communes, par peut-être des convictions communes, par des représentations communes. Donc c'est intéressant par rapport à rendre un écho par rapport au débat. Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, il y a le management, on parle de management de l'entreprise libérée. C'est une entreprise où on est vers l'horizontalité, autrement dit, on se dit, faut-il un management intermédiaire? Ne faut-il pas ramener la décision à celui qui agit? Et donc on est sans arrêt en train de s'interroger sur le rapport entre organisation, hiérarchie et cohérence de l'action. Mais au-delà de ça, d'en refaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que cette dimension-là. Il y a peut-être une dimension en amont qui est plus compliquée. Je vais donner un exemple. En Suisse, c'est un exemple classique du management. J'espère qu'il existait réellement, mais c'était dans les livres de management. Et c'est un exemple qui est en Suisse. Vous savez, on faisait des montres mécaniques. Une montre, avant, ça faisait tic-tac, tic-tac. Il y a un ingénieur qui découvre et pose un brevet sur les montres électroniques. Les entreprises suisses, les employeurs ont dit, mais attends, une montre, c'est mécanique. Ça ne peut pas être électronique. Et il est allé vendre son brevet au Japon. C'est intéressant parce que ça pose la question du paradigme. C'est-à-dire refaire, la question de refaire, c'est aussi la question à un moment donné et de l'innovation et on a parlé d'utopie tout à l'heure, et la question de à quel moment et comment à un moment donné puis-je éventuellement interroger un paradigme, voire déconstruire un paradigme pour en reconstruire un autre. On a aussi un deuxième exemple, je vais être rapide, mon deuxième exemple franco-français, chez Renault. J'ai vécu personnellement, je travaille dans cette entreprise. Chez Renault, à un moment donné, il y a des designers qui proposent l'espace. Je peux vous dire que dans un premier temps, les gens disent « Mais attendez, c'est quoi ce truc-là? C'est un suppositoire que vous vendez aux clients. C'est une ambulance. Et vous savez ce qu'est devenu l'espace. Tous les constructeurs font des espaces et toute la gamme a été déclinée d'ailleurs en monoespace. Donc c'est intéressant, c'est aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire c'est une autre conception du véhicule. Donc dans le refaire, il y a une vraie question qui est la question d'interroger et comment on fait bouger une représentation qu'on a à un moment donné de ce monde-là. Et peut-être donc ça a à voir aussi à ce dont on parlait, c'est-à-dire l'utopie, elle s'inscrit dans l'entreprise, dans le versant innovation. Il y a quelque chose de cet ordre-là et du paradigme. Ensuite, alors bien sûr, on est venu dans l'autre sens. On s'est dit, oui, mais ok, refaire, faut-il pas d'abord préserver l'entreprise? C'était aussi une question, c'est-à-dire, est-ce que finalement, ma responsabilité, c'est pas de préserver l'entreprise, et est-ce pas l'essentiel? Et il y a donc, bien sûr, une discussion là-dessus, et notamment, c'est intéressant, vous avez cité Camus. Et son discours, abondamment. Et Camus a été cité abondamment. Et donc, je vais me référer encore à Camus. Parce que Camus, dans son discours, en effet, privilégie la deuxième alternative, qui est d'empêcher que ce monde se défasse. Mais en amont de ce discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le monde est menacé des déflagrations nucléaires, que le monde est menacé de développement du totalitarisme. Autrement dit, Camus présente cette alternative en fonction d'un danger imminent, du moins qu'il constate. Et ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être assez proche d'une entreprise et la manière de poser le sujet. C'est-à-dire que refaire ou éventuellement empêcher que se défasse, il faut y introduire la situation et le temps. À certains moments, on est amené à refaire, mais à d'autres moments, et il me semble que Camus ne dit pas qu'il faut toujours empêcher que le monde se défasse, il dit dans la situation que je vis en 1957, la priorité c'est d'empêcher que le monde se défasse. Il me semble qu'à l'entreprise ça peut se poser de la même manière. Autrement dit, introduire dans la question la temporalité, le temps, puisque dans cette dynamique-là, le sujet ne se pose peut-être pas tout à fait de la même manière. Donc la notion de temps. On pourrait aller donc un peu plus loin et tirer, et finalement, on s'est demandé dans l'atelier, mais est-ce que c'est ou refaire ou empêcher, ou est-ce que c'est et de ce point de vue-là, et là c'est moi qui le rajoute un peu, ça n'a pas été dit vraiment dans l'atelier,
peut-être qu'on en a un peu parlé, vous en avez parlé en introduction, c'est la question de l'écologie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence de l'écologie, la crise des écosystèmes, bref, ce qu'on connaît, les problèmes climatiques, ne viennent pas aussi poser un peu différemment cette alternative? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas amené à tenir les deux bouts? C'est-à-dire, il y a une question immédiate d'empêcher que ça se défasse, mais on sent bien que d'empêcher que ça se défasse va peut-être nous amener à refaire le monde ou à refaire assez profondément de manière de vivre et de nous organiser. Donc, proposition, est-ce que c'est le ou est-ce que c'est dans une dialectique ou dans une complémentarité qu'il faut raisonner le sujet? Sur le deuxième, vous me dites si je suis un peu... Non, mais encore 5 minutes, comme ça on aura le temps d'échanger. Sur le deuxième groupe, donc la responsabilité de l'entreprise, puisque l'écologie d'ailleurs ouvre à cette question sur la responsabilité de l'entreprise. C'est poser d'abord la question, et c'est intéressant parce qu'on a abordé dans le débat la question des fins et des moyens. Et en effet, est-ce que finalement un employeur, ce qui compte, tous les moyens sont bons? Et il y a eu un débat, même si cette formule n'a pas été citée, mais le débat sur l'éthique. Et là, on a deux regards. On a un regard qui considère que l'entreprise, c'est un animal, quelque part. L'entreprise, je ne sais pas si j'ai l'expression sous les yeux, mais oui, l'entreprise est pleine de réflexes primaires. C'est un employeur qui l'a dit. Et donc, la seule manière pour ne pas aller au-delà du supportable, c'est la loi. L'entreprise, elle a besoin de la loi. L'entreprise ne peut pas s'autoréguler, elle est là pour s'organiser pour la performance, la rentabilité, elle ne veut pas s'autoréguler. Mais, ce qui veut dire derrière que l'entreprise, elle est là pour s'adapter. Je m'adapte au mieux. Ma responsabilité, c'est de m'adapter. M'adapter au monde complexe, m'adapter aux lois, de m'adapter aux sociétés. Mais, bien évidemment, la question notamment écologique, et pas seulement, l'entreprise, est-ce que c'est pas elle, des fois, qui refait le monde? Les produits qui sont proposés influencent, voire transforment peut-être nos modes de vie, etc., etc. D'ailleurs, on dit régulièrement que l'économique a pris le pas sur la politique. Donc là est arrivée la deuxième phase, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas élargir cette notion de responsabilité de l'entreprise? Et comment l'élargir? Est-ce que, par exemple, il faudrait introduire la notion de bien commun dans les choix d'investissement? Ou est-ce que c'est pure utopie? Pour revenir sur le débat. Ces questions, donc, ont été posées. On nous a amené à nous interroger sur les valeurs. Beaucoup d'employeurs nous ont expliqué qu'une entreprise, à un moment donné, a besoin d'un socle de valeurs. Et là, il y a eu des réactions intéressantes dans la salle, puisque certains disent oui, mais il y a beaucoup de valeurs où il y a l'énoncé, mais le prescrit contredit l'énoncé très rapidement. Et donc, il y a eu un débat qui a amené, et là c'est un petit peu moi qui ai poussé aussi, mais la question du questionnement dans l'entreprise, et notamment du questionnement philosophique peut-être. C'est-à-dire que finalement, dans les entreprises, et je fais aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette philosophe, Eugénie Wegleris, qui travaille beaucoup en entreprise, et on s'aperçoit souvent qu'on utilise des mots en entreprise, que les entreprises ont des lexiques, mais ce sont des mots tellement usés dont on a perdu le sens. Ou alors viennent s'accrocher on communique faussement, c'est-à-dire que les représentations qui sont accrochées aux mots sont très différentes suivant les individus. Et donc, puisqu'on parlait d'intelligence collective tout à l'heure, ou de réunions vers lesquelles on essaie de dégager un consensus, ça devient extrêmement compliqué puisqu'on ne parle pas de la même chose et pourtant on utilise les mêmes mots. Et là, il me semble que le questionnement philosophique est particulièrement important. Pour reprendre là aussi, alors je le cite de mémoire, donc vous allez me corriger parce qu'il est spécialiste de Camus, mais Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Alors, oui, c'est ça en substance. Oui. C'est ça. Au malheur du monde, merci. Et on pourrait ajouter peut-être que mal nommer les choses en entreprise, c'est peut-être prendre le risque qu'elles se défassent. Et voilà, c'est là-dessus. Et je crois que ça ouvre peut-être tout l'intérêt actuel. Alors, l'intérêt actuel des entreprises pour la philosophie,
dans la mesure où ce ne c'est pas qu'une communication, mais où ça rentre dans une démarche de questionnement, elle me semble en effet propice à amener la lumière, et la lumière, je crois qu'elle peut être bénéfique à une entreprise et aux salariés. Merci. Merci beaucoup, Michel Godet, merci beaucoup. Christophe Godet. Pardon. Alors, je vais laisser la parole à Michel Tozzi qui nous fera part de son expérience, et puis vous aurez un quart d'heure aussi, hein, et à la fin, vous pourrez poser vos questions et échanger aussi si Alain Badiou et Raphaël Enthoven souhaitent intervenir. C'est à vous. Merci. Donc, hier a eu lieu au collège... Vous m'entendez ? Sinon, on ne vous entendra pas. Plus haut, même. Est-ce que vous m'entendez, là, ça va bien ? Voilà. Voilà. D'accord. Donc au collège Paul Éluard, qui est un collège de REP, j'ai donc animé une discussion à visée démocratique et philosophique avec une vingtaine d'élèves qui étaient composés moitié d'élèves de 6e donc, du collège et moitié d'un CM2. Donc c'est un public donc, hétérogène d'à peu près, disons, 9, 10, 11 ans, 12 ans. Quoi. Voilà. Il y avait 2 parents d'ailleurs qui participaient donc, à la discussion, donc c'était très intéressant. Et pour que la discussion soit possible, il faut un protocole, un dispositif, une procédure, si vous voulez. Comme tout à l'heure, vous avez eu donc un débat, mais il y avait une médiatrice, il y avait des règles. On parlait donc pas en même temps, mais par alternance. Et pour organiser, si vous voulez, donc l'éveil réflexif de la pensée donc, des enfants, il faut une procédure. Et c'est pour ça que le dispositif donc, que j'ai progressivement mis au point s'appelle une discussion à visée démocratique et philosophique. Alors, à visée démocratique, puisqu'on essaye de répartir un certain nombre de fonctions entre les enfants. Il y a par exemple un des enfants qui est président de séance et qui veille à ce que la parole soit équitablement répartie, le plus démocratiquement possible à partir d'un certain nombre de règles. On pourra insister sur ces règles si vous le souhaitez. Il y a aussi un reformulateur qui a pour objectif de bien écouter ce que ses camarades disent de manière à les comprendre et ensuite il les reformule. Il y a un synthétiseur qui, lui, a comme objectif de bien écouter aussi, mais de noter ce qu'il a compris de ce qu'il a entendu. Et puis ensuite, donc, il y a un animateur. Donc l'animateur, c'est moi-même, mais il y a aussi des discutants qui ont aussi un cahier des charges, si vous voulez, qui consiste à essayer de s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, à essayer d'éviter les répétitions pour qu'il y ait une progression, disons, dans le débat, d'essayer aussi de justifier pourquoi ils disent, disons, ce qu'ils disent. Donc, tout un ensemble, disons, de diffusion, si vous voulez, du pouvoir à l'intérieur d'un système de co-animation et qui est fondé sur la pédagogie coopérative. Et les conditions, à ce moment-là, disons, du dialogue lui-même sont réunies pour que, véritablement, on puisse se saisir d'un sujet, disons, important. Alors, ce qui peut être gênant dans le sujet tel qu'il a été, disons, formulé, Christophe vient de le remarquer, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Il y a bien le monde, d'ailleurs, donc le concept de monde, Adèle Van Rett ce matin a essayé de le définir, a montré à quel point donc, il peut être problématique, et notre rapport au monde est problématique, mais on ne sait pas qui. Voilà. Parce qu'on peut se placer du point de vue, ce que Christophe a fait, du point de vue de l'entrepreneur ou du salarié, par exemple. Est-ce que c'est un jeu, un moi individuel? Est-ce que c'est un nous? Quel type de nous s'agit-il? S'agit-il du nous universel, donc qui est plus ou moins, disons, l'humanité? Ici, nous avions un nous qui était formé d'un certain nombre de jeux, qui étaient donc les enfants, et c'est à eux que nous avons donc posé cette question: comment le monde dans lequel nous vivons peut-il devenir plus juste? Alors pourquoi formuler la question qui est au tableau de cette manière-là? Parce qu'il y a un sentiment d'injustice profond, disons, chez les enfants, c'est-à-dire qu'ils se confrontent à l'injustice d'abord par un sentiment, qui est le sentiment qu'il y a des choses donc, qui ne vont pas et qui les mettent, disons, en colère ou quelque part, disons, qui les indignent. Et c'est très intéressant, cette émotion. Ça veut dire que le sens de la justice commence chez l'enfant par une émotion et pas par la raison. Donc ça, c'est extrêmement, disons, intéressant. Et alors, je vais vous faire un petit résumé, finalement, des idées donc, qu'ils ont sorties. Qu'est-ce que c'est qu'un monde plus juste pour un enfant, si vous voulez, de 10, 11 ans? Alors, j'ai été très surpris de voir que ce qui est venu en premier, c'est le problème des lois. Peut-être parce que les enfants sont sensibilisés aux règles de vie dans la classe, aux règles de vie dans l'école, etc. Mais ils n'employaient pas le mot de règle, ils employaient le mot de loi, ce qui fait qu'on a pu aussi, disons, généraliser aux lois, disons, dans la société, etc.
Alors le premier élément qui est venu sur la question des lois, c'est que les lois sont absolument nécessaires parce qu'elles interdisent, mais elles interdisent ce qui peut brimer quelque part la liberté, parce que quelque part, elles protègent. Mais immédiatement, le débat a commencé à s'instaurer lorsque notre élève a dit « Oui, mais les lois, d'abord, il y en a trop. Il y a trop de lois. La multiplicité de ces lois nous étouffe, disons, complètement. Et deuxièmement, la loi, c'est quand même quelque chose qui empiète, disons, sur la liberté. Et donc là, à ce moment-là, finalement, il y avait à la fois la nécessité qu'il fallait des lois, mais qu'il y en avait trop, et peut-être pas n'importe lesquelles. Ce qui nous a mené à ce moment-là à réfléchir sur ce que ça pourrait être qu'une loi juste et une loi, disons, injuste. Et alors, donc, quels étaient pour eux donc, les critères d'une loi juste? Si vous voulez, ce serait une loi qui serait acceptée ou adoptée, si vous voulez, dire, par tout le monde, ce qui ne veut pas dire que quand il y obéit, que tout le monde forcément y obéit, mais au moins une acceptation, disons, commune, quoi, que ce soit une loi, disons, qui soit commune, premièrement, et deuxièmement, qu'elle évite ou qu'elle ne renforce pas un certain nombre de discriminations. Et alors, les éléments qui sont arrivés, c'était une fille d'ailleurs qui intervenait, c'est les différences de salaire entre les hommes et les femmes, ça a été très important. Un deuxième élément donc d'injustice qui est arrivé, c'est la question du racisme, alors que tous nous sommes des humains, disait-il, ben, ce n'est pas, si nous avons des différences comme la couleur de la peau, ça n'empêche pas que nous avons une égalité, disons, en droit. Et puis ensuite est arrivé le problème de la guerre. Ce qui était plus choquant, c'est finalement que la guerre tue quelque part un certain nombre, disons, d'innocents, et finalement un monde juste, ce serait un monde qui irait quelque part donc, vers la paix. Et puis le problème de la pauvreté est arrivé très fort, et sous la forme du sans-logis, du SDF ou du mal logé, etc. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis est arrivé aussi très fort la lutte pour protéger la planète et la dénonciation, quelque part, disons, de la pollution. Alors la pollution s'exprime chez les enfants de manière un petit peu, disons, élémentaire, sous la forme de pas jeter, par exemple, disons, de papier par terre, etc., etc. Mais il y a déjà le sentiment que quelque part, dans le rapport que l'homme entretient, disons, avec la nature, eh bien, il faut d'une part garder une certaine beauté, un certain ordre, et on rentre quelque part, si vous voulez, dans le sentiment ou dans la conscience donc écologique. Voilà. Les valeurs qui étaient le plus portées, qui ont d'ailleurs été nommées, c'est les valeurs d'égalité, les valeurs de solidarité et les valeurs, disons, de respect. Alors c'est intéressant d'entendre cette parole, disons, ces paroles d'enfants, parce que les enfants, ce sont ceux qui feront, disons, la société de demain, quoi. Et le fait de voir comment ils formulent leur sentiment d'injustice et comment ils proposent des moyens, quelque part, disons, pour transformer, disons, ces injustices, me semble extrêmement important, disons, pour les adultes, et ça serait important que les philosophes qui sont ici réagissent un petit peu donc, par rapport à ces paroles d'enfants. Alors, deux ou trois peut-être choses pour réagir un petit peu par rapport au débat qu'il y a eu. Mais d'abord, cette conscience écologique très forte, disons, chez les enfants, moi je l'ai peu senti, disons, dans les deux interventions ce matin, et même, disons, dans le débat. Il y avait eu une relation à l'environnement, donc chez Camus, portée par Raphaël Enthoven, mais qui était plutôt un sentiment de jouissance, disons, donc vis-à-vis de la nature, mais pas ce que présupposent donc les deux phrases qui sont là, le pouvoir de maîtrise, c'est-à-dire, disons, qu'on essaye de le refaire, qu'on essaye, disons, de préserver. Il y a l'idée, quelque part, qu'on peut avoir une maîtrise, si vous voulez, donc, sur la question de la nature. Ça, c'est une première remarque que je voudrais faire. Or, précisément, donc, quand Alain Badiou disait « on sait ce qui se passe aujourd'hui, hein, on peut prévoir peut-être ce qui se passera beaucoup plus tard, par exemple, on sait que la Terre s'éteindra, etc., mais on n'arrive pas à déterminer ce qui se passe dans le moyen terme. » C'est ce que vous avez dit. Mais les enfants sont très conscients du moyen terme. Le moyen terme, pour eux, c'est la question de la survie de la planète. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui, disons, qui s'appliquent à défaire, si vous voulez, donc, le lien. Et comment penser l'histoire des hommes sans penser leur histoire avec l'environnement? Et l'histoire des hommes, c'est peut-être pas simplement les rapports de force entre les propriétaires et les non-propriétaires. Hein. Le rapport à la nature, c'est pas simplement un problème de jouissance ou de beauté devant un coucher de soleil. Le rapport à la nature, c'est le fait soi-même de se considérer comme un être vivant et donc quelque part affecté par les transformations donc, que l'on impose à cet autre, à ce monde dont on parle. Le monde, ce n'est pas simplement le monde commun au sens de Arrête, c'est-à-dire le monde humain, c'est aussi l'ensemble, disons, du monde végétal, animal, et ça les stoïciens disaient, c'est le sentiment cosmique ou le sentiment océanique. Voilà.
Donc de ce point de vue-là, il me semble, et c'est une interrogation, comment vous intégrez dans votre réflexion, qu'on soit révolutionnaire ou qu'on soit révolté, disons, la question finalement de la survie de l'humanité à court terme. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, il m'a semblé finalement que la réflexion tournait autour un peu de la révolte camusienne et la révolution, je dirais, marxiste, bon, néo-marxiste, bon, etc., etc. Mais je n'ai pas entendu, par exemple, le mot réforme. Alors, ce serait intéressant parce que toute une partie, disons, toute une tradition du mouvement ouvrier, c'était pas le clivage entre révolte, disons, et révolution, c'était notamment quand il a commencé à s'organiser, ça a été le clivage entre réforme, disons, et révolution. Et notamment, disons, entre les socialistes donc, et les communistes, lorsqu'il y a eu donc scission. Donc voilà. Alors, la réforme, elle est quand même intéressante. L'idée de réforme est quand même intéressante. Peut-être pas, disons, une idée communiste, parce que dans la réforme, il y a l'idée que finalement, donc, on va transformer les choses, donc on est bien dans une perspective de transformation, mais on ne va pas la transformer d'un coup et par des lendemains qui chantent, on va la transformer, disons, progressivement par une politique des petits pas. Alors, est-ce qu'on est là dans ce que Raphaël Antoven appelait quelque part, disons, le compromis, ou bien alors est-ce que la réforme apporte donc une autre idée qui n'est ni celle finalement, disons, de la révolte, ni celle de la révolution, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup pour cette intervention et pour ces questions. Alors, je fais le calcul, il nous reste 25 minutes jusqu'à la fin de cette séance, donc je propose qu'Alain Badiou ou Raphaël Antoven vous répondiez, enfin vous commentiez ce que vous venez d'entendre, répondiez peut-être aux questions soulevées par Michel Tozzi, et qu'ensuite vous puissiez avoir le temps de poser quelques questions. Alain Badiou. Oui, je crois que d'abord je voudrais saluer les deux entreprises, les ateliers, parce que je pense qu'on sous-estime assez fréquemment aujourd'hui à la fois l'importance et la possibilité de ce genre de situation. Ces discussions, à la fois libres et organisées, où on apprend à la fois qu'est-ce que c'est qu'une question véritable, qu'est-ce que c'est que les diverses réponses possibles à ces questions, et aussi le protocole d'organisation. Par exemple, la distribution de certaines fonctions, comme vous le rappeliez, ou l'organisation simplement de comment fonctionnent les débats, etc. Je pense que tout ça est une espèce de, je dirais, de formation politique indirecte, voilà. C'est-à-dire de quelque chose qui, de toute façon, en politique réelle, a une véritable importance. Qu'est-ce que c'est que la conduite d'une discussion sur un sujet déterminé dans des conditions qui soient les plus efficaces possibles pour tout le monde? Et aussi, qu'est-ce que c'est que la démonstration de la capacité de s'exprimer en public pour des tout jeunes ou des étudiants même. Alors ça, je veux saluer cette entreprise en tant que telle, si je puis dire, du point de vue de ce qu'elle représente comme éducation politique. Alors, je ne me disputerai pas avec Raphaël une fois de plus, on peut appeler ça démocratique. De toute façon, là, il y a un intérêt commun, si je puis dire. Voilà. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est sur l'écologie et la question de la planète. Il est manifestement établi que dans l'ère qui s'ouvre, qu'on a appelé l'Anthropocène, l'emprise de l'humanité sur le destin de la nature elle-même est devenue très importante et voire d'une violence partiellement incontrôlée, ça c'est certain. Alors sur les prévisions à court terme, à long terme, il y a des discussions scientifiques extrêmement compliquées, comme toujours, mais enfin, il est évident qu'à supposer que les choses continuent exactement comme elles sont, le fait qu'il y aurait un péril est indubitable, je pense. Ne peut pas être discuté si ça continue exactement comme c'est maintenant pendant X décennies. Mais alors, je pense qu'il y a deux usages de cette remarque, finalement, selon qu'on se demande où est exactement la responsabilité de cette situation. Parce qu'on peut penser quand même que cette responsabilité est liée au caractère nécessairement prédateur et insouciant du capitalisme libéral, pour la raison que, après tout, sa seule norme effective, c'est le profit. Ça, c'est un point qu'il faut tout de même toujours avoir présent à l'esprit, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même, dont vous avez beaucoup parlé,
et avec des choses extrêmement intéressantes concernant son mouvement interne, etc. Mais en définitive, l'écrasante majorité des entreprises sont aussi finalement cotées en bourse. La question de savoir combien elles valent en bourse est une question déterminante. Elles sont achetables ou vendables à des entités plus fortes. Donc c'est quand même un univers dans lequel la notion générique de profit est motrice. Et ce serait l'idée que tant que, au fond, la prédation profite à des groupes puissants, il sera difficile d'obtenir des résultats de type écologique par la seule bonne volonté. Ça, c'est la première question sur l'écologie. Et donc je pense que tout écologisme conséquent aujourd'hui est porté finalement à être anticapitaliste. Voilà. Je le crois profondément. Et que, ceci dit, l'articulation des deux n'est pas facile à trouver non plus. C'est une question du jour, si je puis dire, une question d'actualité. Et je le vois d'autant plus que les gouvernements actuels tiennent de toute évidence des conférences sur le sujet, visant beaucoup plus à calmer l'opinion qu'à prendre des décisions réelles. Même les décisions qu'ils prennent, en général, on observe qu'elles ne sont pas respectées. Et alors on va mettre la faute sur tel ou tel gouvernement, telle ou telle partie du monde, c'est à cause de l'Inde, etc., etc. Mais enfin, à échelle mondiale, c'est un fait que de plus en plus les grandes réunions internationales écologiques semblent être plutôt des cérémonies que des décisions effectives et rapides. Et enfin, et j'en parle parce que vous avez souligné que nous n'en avions pas parlé. Le dernier point que je dirais sur cette question écologique, c'est que je souhaiterais qu'elle soit aussi reliée au risque de guerre. Parce que je pense réellement qu'une dévastation importante des capacités productives et de survie dans des parties importantes de la planète vont entraîner des rivalités et des concurrences violentes entre groupes humains, prêts à se laisser convaincre que c'est la faute de l'autre si on en est là. Et que je vois dans la dispute écologique à échelle mondiale, qui pour l'instant est calme parce qu'au fond tout le monde est un peu d'accord sur des solutions modérées, disons, je vois aussi un risque de ce genre, une sorte d'annexion de la question écologique dans le nouveau système de rivalité des nations. Et on peut être très intéressé de ce point de vue-là, de constater que la Chine fait de grands efforts pour être le bon élève de l'écologie, cependant que Trump, au contraire, fait de grands efforts pour être le mauvais élève de l'écologie, etc. Donc ça entre quand même dans les rivalités planétaires. Voilà, c'était le point que je voulais souligner à propos de l'intérêt que nous connaissons tous, de l'intérêt des jeunes pour la question de la survie de la planète. Et je ne voudrais pas, je terminerai là-dessus, que planète se substitue trop exclusivement à monde. Je pense que là, il y a une question verbale significative. Parce que planète est quand même un signifiant exagérément neutre, c'est-à-dire exagérément scientifico-objectif. Monde, on l'a dit plusieurs fois ici, est polysémique et engage des discussions. Qu'est-ce que c'est que changer le monde ? Dès qu'on parle de changer ou de ne pas changer la planète, on est dans une autre dimension, beaucoup plus difficile à normer, à mon avis. Merci beaucoup. Raphaël Enthoven, souhaitez-vous intervenir ? Le monde de la planète est un monde qui va bien au-delà des humains. Et quand cela, sa définition est effectivement difficile. Alors, je suis d'accord pour ne pas substituer planète à monde. En revanche, j'ai une petite tendance canusienne à substituer de temps en temps la nature à l'histoire pour guérir justement de la tentation de tenir l'histoire pour une science. Mais c'est un autre sujet. Je suis aussi d'accord avec vous sur le fait de dire que c'est une illusion, si vous voulez. C'était il y a 10 ans, c'était drôle d'ailleurs, parce qu'il y a 10 ans, quand on fait des conférences en entreprise, c'était la grande crise il y a 10 ans, et les conférenciers dont je faisais partie étaient appelés en entreprise pour défendre ou proposer l'idée que le capitalisme pût être moral. Et donc on allait en entreprise, on se faisait payer grassement
pour défendre l'idée que le capitalisme en fait était moral. Alors évidemment, comme je suis trop honnête pour dire une phrase pareille, donc en plus j'étais rémunéré pour le dire, c'était pas possible, donc j'allais dire que non, le capitalisme n'était pas moral par définition, donc j'adhérais tout à fait à ce que vous avez dit là, tout à fait, mais en revanche, de l'immoralité du capitalisme, je ne déduis pas moyen fin, je ne déduis pas l'impossibilité d'une amélioration des choses. C'est-à-dire que, en somme, il ne s'agit pas de... Si l'on suspend le sauvetage de la planète ou du monde à la sortie du système capitaliste, j'ai peur qu'on soit vraiment condamné. Si on parie sur une convergence éventuelle de l'intérêt et de la vertu, c'est-à-dire sur l'intérêt objectif que les entreprises peuvent avoir à se présenter comme vertueuses ou à agir vertueusement ou civiquement, si vous voulez, il me semble qu'on parie sur une valeur plus sûre. De façon générale, quand on parie sur l'intérêt des gens, on parie sur une valeur plus sûre que quand on parie sur leur dévotion morale. C'est mon sentiment. Et au-delà de ça, je ne partage pas, là pour le coup, votre lecture de l'entreprise comme un univers centré sur le profit. Il existe une autre façon de se représenter l'entreprise, c'est Bergson qui l'a décrit comme ça. C'est dans un essai qui s'appelle L'énergie spirituelle, dans laquelle il compare le fait de créer une entreprise au fait pour une mère de famille d'avoir un enfant et de l'élever, au fait pour un sculpteur de sculpter ce qui s'impose à lui, ou au fait, dit-il, pour un capitaine d'industrie de créer quelque chose qui marche et, dit-il, et il reprend l'expression ici, d'appeler quelque chose à la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe, et il y a des textes pour ça, qui permettent de se représenter la structure de l'entreprise, pas simplement comme un espace mortifère qui parie sur l'égoïsme de chacun et où finalement chacun se mange la laine sur le dos et où en définitive il périt sous le poids de ses propres contradictions, mais aussi comme un lieu d'expression de l'autonomie, de la liberté, en somme de la vie. Et de fait, répandre de la philo dans les entreprises est une nécessité. C'était une mode avant, on se payait une danseuse, maintenant c'est autre chose. C'est autre chose. Par exemple, quand on va dans des entreprises et qu'on discute sur la question du management, c'est très intéressant le management, parce que c'est un mot franglais, c'est un mot du globish, hein, le management, c'est un mot dont on hésite sur la prononciation, alors qu'au départ c'est un mot français. Mais on dit management, on le francise un petit peu, on l'anglicise, on laisse la dentale à la fin. Bref, la prononciation est floue, parce que le concept est flou lui aussi. Et quand on parle de la différence entre le management et la maïeutique, la différence entre un dialogue socratique qui vous fait accoucher de vous-même et le dialogue avec un directeur de ressources humaines ou de valeurs humaines qui s'attache à ce qu'en toutes circonstances vous pensiez ou vous en veniez à la conclusion qui l'arrange, il y a une différence de nature et c'était très intéressant de montrer ça. Dernier point, cher Alain, vraiment très rapidement, j'ai le souvenir, et tout ce que j'ai entendu ici ce que j'entendais de l'écologie, ce que j'entendais des enfants, ce que j'entends de tous les témoignages que vous avez rapportés, me rappelle une discussion qu'on a eue tous les deux, il y a de cela plus de 10 ans, sur justement l'interprétation de Descartes. Dans le discours de la méthode, 3e partie, Descartes dit, je vous épargne le détail, mais il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Et dans la 5e partie, il déclare, l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et à l'époque, je vous disais, en somme, si l'on considère que ces deux propositions concentrent les deux positions qu'on peut tenir aujourd'hui sur le rapport qu'on entretient avec la nature et l'écologie, quel est votre Descartes ? Est-ce que c'est le Descartes humble qui change ses désirs plutôt que l'ordre du monde et qui essaie de s'adapter, ou est-ce que c'est le Descartes qui veut se rendre comme maître et possesseur de la nature ? Ce jour-là, cher Alain, vous n'aviez pas hésité. C'était le second qui vous plaisait. Indubitablement. Encore maintenant ? Encore maintenant. Mais c'est par accord avec ce que vous avez dit de l'écologie. Mais si, c'est rationnel. Mais non. Ben, comment vous pouvez... Il est évident que c'est à l'homme aujourd'hui qu'est confié le destin de la planète. Oui, il n'y a pas plus maître et possesseur de la nature, du point de vue de la conception, que l'écologiste rigoureux. Mais on parle même d'anthropocène maintenant. Donc, mais si l'anthropocène est la source du malheur... Mais laisse-moi finir. Oui. L'écologie, c'est le comble de l'affirmation selon laquelle l'homme est maître et possesseur de la nature, puisqu'il est en position soit de la détruire, soit de la sauver. Et donc, par exemple... Il est le héros de la nature, aujourd'hui. Alors, dernière question, c'est passionnant. Michel Serres, dans Le Contrat naturel, très beau livre de Michel Serres, dont le propos est de dire, et c'est aujourd'hui un livre qui d'ailleurs fait des petits, dont le propos était de dire qu'il faut donner une personnalité juridique à la nature. Et de fait, il y a aujourd'hui des lacs, des régions entières qui deviennent des personnes juridiques. Quand Michel Serres dit ça, il dit voilà, il faut sauver la nature de cette façon-là. Or, il le présentait comme une façon pour l'homme de se retirer
de la nature. Or, on pouvait lui faire l'objection que c'était en fait une façon d'étendre l'emprise de l'humanité sur la nature en la préservant de ses propres méfaits, enfin de nos propres méfaits. Est-ce que vous adhérez à ça aussi ? Effectivement, à chaque fois que vous êtes le maître et possesseur de quelque chose, il vaut mieux en avoir le gouvernement le plus prolongé qui soit. Si l'homme est maître et possesseur de la nature, il doit en prendre soin pour qu'elle dure à son profit. Bon, je suis maîtresse et possesseuse de cette rencontre, donc je déclare les questions du public ouvertes. Il nous reste 10 minutes. Si vous voulez échanger, si vous ne voulez pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à change nos désirs plutôt que on n'a pas répondu à la question de la réforme que vous aviez soulevée d'ailleurs, donc peut-être, est-ce que vous voulez dire vous moi, Je pense que quelqu'un a... C'était bien la question de la réforme, c'est vrai ça. Il y a une tentative de prise de parole. Je veux bien. Alors, je ne vous vois pas. Je suis à côté de vous, Adèle. Là, Ça, j'ai 5 secondes. 5 secondes. La question n'est pas de savoir qui je suis, mais où je suis. Oui. Et Si, on vous entend, Pierre. ça marche pas trop. Si, un peu. Oui, alors c'est... Levez-vous, je crois. Qu'est-ce qu'elle dit ? Là, ça devrait être bon. Pardon, mais 30 secondes. Sur le mot de réforme, et je m'adresse plus particulièrement, à tout le monde bien évidemment, mais pour rebondir là-dessus, je m'adresse plus particulièrement à Alain Badiou, et je fais référence au livre que vous avez écrit avec Marcel Gauchet, qui s'appelle « Que faire ?», qui doit être d'ailleurs une reprise d'un livre de Lénine, si j'ai bonne mémoire. Et il y a un dialogue que j'ai trouvé passionnant avec la prise de position de Marcel Gauchet, qu'on pourrait, dans Camus-Sartre, mettre du côté de Camus, mais il mettait quand même un truc en avant, qui était qu'on avance, pas forcément vers le communisme, mais qu'on avance et que la démocratie et que la réforme est un moyen d'avancer peut-être vers le même idéal que vous défendez. Et vous répondiez et vous dialoguez. C'était absolument passionnant. Je conseille à tout le monde ce livre. Et j'avoue franchement que même si j'ai un passé de militant proche du vôtre, Alain, cette idée qu'on peut aller vers un monde meilleur, un monde de partage, de disparition de la propriété privée des moyens de production, etc., si on peut y arriver progressivement, est-ce que justement là, est-ce qu'on peut éviter la révolution ? Et je vais peut-être là dans le sens de Raphaël, et quand même avancer vers du mieux et arriver... En fait, ce qui fait peur... on regarde l'histoire, mais bien évidemment, il ne s'agit pas de revenir et dire ça sera comme ça, et il ne faut surtout pas, mais ce qui fait peur, c'est la violence quand même. Enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est la violence qui n'est pas, bien évidemment, l'objet des gens qui se révoltent, forcément, mais la violence qu'on subit par le système dans lequel on vit. Donc, est-ce que la réforme est suffisante pour faire changer les choses, en fait, c'est ça. Voilà. Il fallait. Alain Badiou. Non, mais juste pour je dire un mot, il est absolument certain qu'aujourd'hui, et ça fait partie de l'histoire politique, à mon avis, le mot révolution est un mot devenu obscur. Le mot révolution lui-même est devenu obscur. C'est-à-dire que fixer comme objectif à une politique la révolution, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire en réalité. Et donc, je pense qu'il faut, pour l'instant, laisser un peu tranquille ce mot-là. On peut le laisser même s'endormir, provisoirement, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est, dans son essence même, que la possibilité d'une organisation politique dont le cœur, l'intention, etc., est de changer le monde dans telle ou telle direction. Et la question de savoir si c'est révolutionnaire ou pas révolutionnaire est une question devenue, à mon avis, inutile. Je ne dis pas qu'elle ne reviendra pas, mais dans la période actuelle, je la considère comme inutile. Nous sommes en deçà de cette question. Et c'est tout à fait prématuré de parler de révolution, alors qu'en réalité, on ne sait pas ce que ça veut dire, sinon ce que ça a été dans le passé, et dont le bilan est tel
que nous savons qu'il faut faire autre chose. Voilà. Alors, cette autre chose, évidemment, les démocrates convaincus vont aussitôt dire « ben elle est là, c'est notre bonne vieille démocratie réformiste ». Mais je ne le crois pas non plus. Je ne le crois pas non plus. Je crois qu'eux-mêmes devraient un peu changer d'accepter le mot démocratie comme un mot valise. En réalité, ni démocratie, ni révolution ne sont aujourd'hui des mots réellement significatifs. Il faut changer le lexique, ça fait partie de nos tâches. Il ne reste plus grand-chose alors. À l'heure actuelle, l'univers politique est effectivement dévasté, tout le monde le sait. C'est pour ça que surgissent partout des solutions pathologiques. S'il surgissent partout des identitarismes déchédés, si on voit apparaître des Trump et des Bolsonaro, ça n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas à l'abri de cela non plus. C'est parce que le monde politique est aujourd'hui pathologiquement subordonné en réalité à une situation mondiale qui ne porte pas grand intérêt aux populations, sinon dans la modalité du salarié consommateur. Et dans la durée de cela, il faut repenser les catégories politiques en profondeur, véritablement. Et on peut dire, si quelque chose caractérise notre époque, c'est de toute évidence une grave crise de la politique elle-même. Y a-t-il une question? Il nous reste quelques minutes. Oui, bonjour. Ça marche? On vous entend. Oui, je voudrais très vite remercier Raphaël Enthoven d'avoir cité, Michel Serres. J'ajouterais que Gilles Clément, avec sa notion de tiers-paysage, quand il envisage la question du tiers-paysage, il dit bien, et je vais lire la parole de Sieyès qui date de la Révolution française, Sieyès disant « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Réponse « Tout ». Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Rien. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Michel Serres, avec Gilles Clément et son tiers-paysage, disent que l'écologie n'est pas ce qu'a dit Alain Badiou, tel que je viens de l'entendre. Ils disent, un peu comme les physiciens, et j'aimerais dire que j'ai attendu que la philosophie disent ce que les physiciens savent faire, c'est-à-dire travailler à diverses échelles. Et de ce point de diverses échelles, parce que la physique quantique, elle ne se regarde pas à la même échelle que les autres physiques, excusez-moi, je ne suis pas physicienne. Mais ceci dit, dans ce contexte-là, j'ai été émerveillée du rapport du travail fait avec les enfants, parce que c'est un petit peu ce qui m'a manqué dans le groupe de travail auquel j'ai participé, où on avait quand même dit que c'est le capital humain, sa possibilité de passer de ce que Alain Badiou appelle le triangle donc tout d'un coup du néolithique pour arriver à l'anthropocène. Et à ce moment-là, moi j'ai envie de dire, l'échelle de travail avec les enfants, c'est pas à la même échelle que nos sociétés, la même échelle au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Et si nous voulons si nous voulons prendre un chemin qui permet que les conflits graves qui opposent désormais... les fabricants d'armes sont les rois dans notre monde. Si on veut essayer de faire à terme qu'il n'existe plus, je pense que ces différentes échelles de travail, telles que les enfants ont su l'établir, mériteraient d'être regardées avec un regard philosophique. Et donc aujourd'hui, à travers toute cette démarche, j'ai été évidemment merveilleusement intéressée. Mais merci encore une fois à Enthoven d'avoir dit combien ce débat sur l'écologie, qui donc a plusieurs écrivains, activistes, je ne sais pas comment les appeler. Oui. Voilà, c'est tout. Merci pour votre remarque. Merci du merci. Je peux dire un mot? Allez-y, oui. Je ne sais pas. Une dernière question, peut-être qu'il reste très peu de temps. C'était justement une question pour Raphaël Enthoven. Donc je trouvais intéressant ce que vous avez exprimé par rapport à la philosophie d'Albert Camus, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu intrigué. Vous avez dit à un moment donné que justement sa propension au doute et à la complexité
l'incitait à ne pas adhérer finalement, enfin une doctrine, un engagement. Du coup, comment est-ce que vous expliquez l'engagement d'Albert Camus dans la résistance, et en particulier le fait de lancer un journal qui, par définition, donnait une ligne éditoriale, voire doctrinale? Merci, monsieur, de cette excellente question. Alors, ce n'est pas le doute qui le prive de s'engager au sens militant du terme. Albert Camus a eu sa carte au Parti communiste à la demande de Jean Grenier dans les années 30. Il ne l'a pas gardé longtemps, c'est vrai. Il ne s'y trouvait pas à son aise. Non pas seulement parce qu'il pratiquait le doute, mais parce qu'il n'aimait pas qu'on pense à sa place. Il n'aimait pas qu'on lui dise voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois penser, voilà qui tu dois être, etc. Et ensuite, plus tard, chaque fois qu'il a été confronté... Alors, il y a chez Albert Camus des engagements très très clairs, par exemple la peine de mort, la question de la peine de mort, ou bien la question de l'idée même d'universel, par exemple, sont des choses sur lesquelles il ne transige pas, ou bien le paradoxe sur lequel j'ai pas pu revenir entre... l'humanisme de Camus et le fait qu'il regarde le monde séparément de l'humain. Il regarde la nature plus que le monde. Il y a une nature en amont du monde, il y a un silence avant même les discussions des hommes chez Camus. Donc il y a des tensions comme ça. Ce qui le prive dans les grands combats du siècle, et je pense notamment à la guerre d'Algérie, d'être d'un côté, c'est tout simplement chez lui, c'est une double appartenance. C'est une double appartenance qui le rend perméable à deux discours et qui le rend hermétique aux deux excès. Ce n'est pas le doute, c'est la déchirure qui le rend à la fois intelligent et en un sens inactif, ou qui le condamne à une sorte d'inaction désolée devant un monde où il s'agit effectivement de trancher dans le vif, non pas pour y introduire de la vérité, mais pour y introduire de l'arbitraire. Et Camus était incapable de cela. Camus était libertaire en son fond. Il lui était odieux, comme disait Nietzsche, de suivre autant que de guider. Et donc c'est cet homme-là qui, confronté à cela, tributaire d'une double appartenance, n'arrive pas à prendre position. Ça en fait néanmoins, je ne sais pas si on arrive quasiment au terme de tout ça. Je dis juste un mot sur Camus, c'est que l'erreur serait... Enfin, encore un mot. L'erreur serait... du coup, de considérer que Camus est de mauvais conseils pour l'engagement. Je crois que c'est tout le contraire. Voilà, je crois que c'est tout le contraire. Et que s'engager de tout son cœur dans les débats de la cité et le faire en camusien, c'est s'imposer de frapper toujours au-dessus de la ceinture, par définition. C'est considérer que quand on réduit l'autre à une silhouette, on ne voit plus son regard. C'est une très belle phrase de Camus. Et ça, on y assiste tous les jours sur les réseaux sociaux. On vous étiquette pour ne pas vous regarder, ou alors on vous catalogue pour ne pas vous entendre. Aller en camusien dans le débat public, c'est opposer une honnêteté farouche, autant que possible, à cette démarche et à ce genre de falsification. Et c'est aussi, je terminerai là-dessus, c'est aussi assumer, ses doutes, ses incertitudes, en faire un trésor, plus qu'une inquiétude, son intranquillité, si vous voulez, et deux, assumer ses peurs. Ou plutôt, se servir de sa peur comme d'une boussole. Il faut... Ce qui vous fait peur vous donne une direction temporaire dans l'existence. Ce qui vous fait peur vous donne la direction. La direction n'est pas la direction inverse. La direction, c'est d'aller vers ce qui vous fait peur. Tout l'enjeu, c'est, comme tout le monde a peur, de n'avoir pas peur de sa peur dans le débat public. Et Camus est un extraordinaire professeur de courage en ce sens, et moi je le trouve d'excellente compagnie. Voilà. Mais ça, vous l'avez compris. Moi, j'ai pas peur de vous dire que c'est fini, malheureusement. Merci à vous d'avoir été présents tout au long de la journée. Merci beaucoup. À l'an prochain, j'espère.